La rencontre de ce jour, 6 juillet, organisée par le Centre africain pour la recherche, action pour la paix et la bonne gouvernance, sous le leadership bienveillant de M. Abdoulaye Idrissa Maïga, ancien Premier ministre de la République du Mali, cette haute assemblée est ce que j'appellerais l'assemblée des témoins du 6 juillet 2019. Mais avant de poursuivre mon propos, ça devient une coutume, je voudrais, comme toujours, partager avec vous cette pensée émue à l'endroit de toutes les victimes de cette crise, en vous demandant de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. Permettez que j'introduise cette première session, comme ça avait été annoncé, par l'histoire de la noble blessée. Pour ce vers, acceptez que j'emprunte également, à travers les termes la noble blessée, les propos de Georges Clemenceau. Je le cite. Il disait « Quelle misère de voir rapporter à des soucis de personne l'énormité des intérêts en jeu. Hélas, rien ne se pardonne moins aisément que de succès. Lorsqu'il recouvre encore chez le critique des parties de blessure. Il poursuit en disant « Songez que pendant 50 ans, nous avons été la noble blessée. C'est très beau, la noble blessée. Mais les gens vont au labeur, passent et se détournent après un mot de pitié. Voilà ce qui résume, à mon sens, la situation malienne. Voilà ce qui présente l'état d'esprit général ayant prévalu dans notre pays depuis le 17 janvier 2012. Jusqu'à ce jour du 6 juillet 2019, malheureusement. Et notre pays, le Mali, cette autre noble blessée, en subit véritablement les conséquences. Des gens du même pays, décidés à se livrer un combat à outrance, dans l'ombre des ressentis et des propos outrageux. Or, chacun à son niveau, dit-il, pense Mali. Chacun doit pourtant s'indigner du sort affligeant que partage nombre de Maliens. Nous avions eu des peurs, nous avions nourri des craintes de vivre encore et encore un autre 17 janvier. Et l'idée, c'était de ne pas vivre ce 17 janvier 2019 sans la paix totale, sans la paix intégrale. Et surtout, ne pas vivre ce 19 janvier 2019 sans inflexion notable des mesures et des décisions qui nous éloigneraient des chemins de la paix. Voilà l'idée première de cet appel qui pensait pouvoir déjouer le triste sort jeté sur le Mali. Et de la mi-mars 2018 à ce jour, nous avions été les serviteurs de cette magnifique idée, celle de contribuer à réaliser la paix au regard des normes morales généralement admises, acceptées de tous. Les populations sur la ligne du front font face à trop d'amalgames tissés. Et n'oublions jamais
que des citoyens désaxés ont été livrés à la barbarie d'une horde de terroristes venus du pourtour saharien, aidés en cela, malheureusement, par nos propres rebelles, les rebelles maliens, tous comptables autant que l'État des scènes de crime, des actes fort répréhensibles depuis le 17 janvier 2012, malheureusement, restés impunis. Triste série, depuis plus d'un an, de graves préoccupations viendront malheureusement encore noircir le tableau. Un État affaibli de jour en jour alors même qu'il bénéficie de l'assistance des Nations Unies. D'où l'idée de prendre attache avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, au plus près de nous. La communauté internationale, notamment la France, est intervenue, nous le savons tous, pour stopper une poussée djihadiste, je dirais une poussée pseudo-djihadiste, que nous décrivons comme étant une entreprise criminelle, alimentée par le narcotrafic. C'est ça la réalité. Le trafic des armes, le trafic humain, le trafic des armes, de la drogue. Nous avions par le passé exprimé notre reconnaissance à l'endroit des acteurs institutionnels, dont la France, dont les Nations Unies, qui ont porté secours à notre pays. Nous continuons d'exprimer cette même gratitude. Mais nous avions touché le tréfonds de l'abîme, duquel, et vous en conviendrez, il faut impérativement s'arracher. Oui, nous vivons un drame entre reconnaissance et atrocité, un drame entre interrogation, stoïcisme et dignité. Nous avons mal partout. Nous, Maliens, avions entretenu et nous continuerons d'entretenir la résilience parce que d'autres nous ont secourus. Ils nous ont assistés au prix de la vie de leurs enfants, mais surtout, rappelons-le aussi, au prix de la vie de nos enfants, les nôtres. Et j'insiste sur leur sacrifice, parce que malgré ces sacrifices ultimes, nous n'avions pas fini de compter nos morts. Malheureusement, parce que des sociocides, comme hier il y a eu des écocides, maintenant c'est des sociocides qui sont à l'œuvre. Et le mal est ressenti en profondeur, que nous ne pourrions étouffer la douleur que nous ressentons tous. Une douleur pas émotive, une douleur vive, une douleur mortelle et une douleur brûlante. Comment se taire lorsque des crimes odieux sont commis sans être punis? Car cela risque de multiplier les tunnels. Il faut bien le préciser, l'on est entré véritablement dans un premier tunnel, malheureusement, depuis la fin du premier trimestre 2018. Voilà qui nous a obligés à réfléchir à l'idée de ce projet d'appel, parce que plusieurs grandes villes dans notre pays ont continué de subir des assauts terroristes, les tirs d'obus. Peut-être ce n'est pas connu ici, mais ceux venus des régions le savent. Sous les tirs d'obus, les EIE, ce qu'on appelle les engins improvisés explosifs, cela est exaspérant. Et si en plus, maintenant, l'on décime des villages entiers. Depuis 15 mois, nous avions été à l'écoute du Mali en souffrance, auprès de nos frères et sœurs qui savent avec dignité regarder la situation de notre pays. Et ensemble, nous avions essayé d'élever le niveau des enjeux, de comprendre les ressentis, les préoccupations qui vous seront exposées tout à l'heure pour faire face à tous les risques, que ce soit des risques réels ou des risques imaginaires. Le Mali, et il faudrait bien le souligner, même en faillite, est notre seule maison. La seule terre qui peut encore nous accueillir avec tout ce que l'on connaît entre nous, ce qu'on appelle l'hospitalité malienne. Les Maliens, cet ensemble social capable de défendre son héritage collectif, qui est en soi, excusez le terme, une seigneurie. Nous avions des droits sur ces terres, à travers les empires, à travers les royaumes. Quand on parle du Tata,
quand on parle du Kasso, quand on parle du royaume Bamana, quand on parle du royaume Peul, quand on parle de l'empire Songhai, qui a succédé à l'empire du Mali, qui lui-même a succédé à l'empire du Ghana. C'est un héritage collectif et ça nous donne des droits réels. Et c'est pour ça que je parle de seigneurie. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est notre seule maison. Donc, une seigneurie, la nôtre, impossible à détourner. Impossible. Nous avions de bonnes raisons de nous faire l'écho des régions. Et vous le comprendrez tout à l'heure, à travers des vidéos, à travers cet appel que je vous livrerai dans quelques heures. La présentation par vidéo des différents secteurs. Le secteur Est comprend les régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Monsieur le Premier ministre a expliqué dans quel contexte le déplacement de Kidal n'a pu être effectué. En ce qui concerne les deux autres régions, Tombouctou, c'était le mercredi 13 février, à l'hôtel Colombe, de 9h à 17h. Certains participants sont dans la salle. Il s'agissait pour le président Mega, qui avait été coopté comme président de séance ce jour-là, de définir le cadre, souligner l'importance du problème, la paix, et souhaiter que le débat soit ouvert, franc et sans tabou, ce qui fut le cas. Les 26 et 27 février ont eu lieu les échanges concernant Gao. À Gao, le format des rencontres a été éclaté entre les différents acteurs de la région et sur 2 jours. Les différentes délégations de CAIRAP, à chaque fois, se sont attachées à saluer, remercier les participants et introduire la question en expliquant le contexte, comme cela a été rappelé tout à l'heure, et comme indiqué dans les termes de référence. Cela a permis à tous les participants de s'imprégner des objectifs de CAIRAP, de sa démarche, afin que le débat soit des plus enrichissants. Depuis 2013, jusqu'à nos jours, nous sommes en prison. En 2013, lorsque la rébellion est rentrée à Tombouctou, on a fait 10 mois de prison ciel ouvert. Nous avons vu des moments où nous rentrons dans nos maisons et nous fermons à 17h. Un point noir n'est pas jamais circulé d'ici Goundam ou d'ici Gao, jamais. Les Arabes partent nuit et jour. Maintenant, il n'y a plus de bateaux, il n'y a pas d'avion. Comment il faut déplacer? Les gens sont obligés de voyager. Il n'y a pas de transparence. Il faut que dans ces pays-là, il faut qu'il y ait plus de transparence. Parce que qui veut la paix cultive la justice. Et il n'y a pas de justice dans ces pays. Si on continue sur cette lancée, ça va de mal en pis. Les forces étrangères, je les salue. Mais parce que s'ils quittent, on va nous prendre dans 24 heures. Mais avec eux, les prix ont augmenté. Ils ont beaucoup d'argent, ils achètent les poulets à des prix d'or, ils achètent la viande, je ne sais quoi, mais là vraiment, ils ont augmenté les prix sur le marché, mais il faut aider les forces de sécurité, il faut dénoncer. Mais celui qui dénonce est en insécurité et beaucoup ont peur de dénoncer. La prolifération des armes légères. À 200 mètres de nous, à Yobutao, il y en a. Donc, l'État doit tout faire pour désarmer ceux qui ne sont pas de militaires. On ne tire pas sur les gens, on tire seulement en l'air. Il y en a qui ont tellement peur qu'ils meurent de cette peur. Tombouctou est oublié. Tombouctou vit dans la misère. Je ne vais pas parler dans les détails.
Nous avons perdu, ils nous ont fait perdre toutes nos valeurs ancestrales, de dignité, d'honneur. Aujourd'hui, c'est le matériel. L'accord est là. Le plus vilain accord, le plus mauvais accord entre des hommes, si c'est bien appliqué, ça peut apporter quand même un fruit. Il est temps que les communautés, ou dire les personnes qui pratiquent les braquages surtout, parce que c'est ce problème que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de gens à Tombouctou ici ne le vivent pas parce qu'ils ne partent pas, ils ne reviennent pas. Nous qui sommes des autres stades, nous savons ce que nous vivons. Nous savons ce que nos compatriotes vivent. L'armée malienne n'arrive pas à Berre. Et pourquoi? Le drapeau malien ne flotte pas sur Berre. Et pourquoi? Nous pensons qu'à Tombouctou, c'est nos forces armées et de sécurité qui sont cantonnées. Ce n'est pas les groupes armés, c'est les forces armées et de sécurité même qui sont cantonnées parce que nos forces armées et de sécurité n'ont pas le droit d'aller dans certaines localités. Et pourtant, l'aménagement est à Berre. J'ai compris qu'il y a Anguille sur roche. Anguille sur roche, pourquoi? Parce que toutes les attaques qui se passent sur l'étendue du territoire de la région, tout le grand banditisme qui se passe sur l'étendue du territoire de la région se planifie à partir de Berre. Les véhicules volés ici, on les retrouve à Berre. L'armée ne peut pas aller à Berre. La police ne peut pas aller à Berre. La gendarmerie ne peut pas aller à Berre. Mais où est-ce qu'on est? Si l'accord a été appliqué en 2015, de 2015 à 2016, on n'allait pas être dans ces cas, en ce moment. Tout ça, les mouvements seraient désarmés. Il y aurait une armée reconstituée, il y aurait tout ça, tout ce qui est dans l'accord, ça serait sur place. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'école. Le lycée, ça ne va pas. L'école publique n'existe même pas à Tombouctou, hein, parce que tout le monde est dans les privés. On laisse nos enfants comme ça. Et depuis cette année, je crois qu'on n'a pas fait un mois de bon cours. Un mois de bon cours, on ne l'a pas fait. À un moment, ça n'allait pas. Le gouverneur a pris une décision pour dire qu'à partir de 18h, pas de véhicules dans la ville. À partir de 22h, pas de moto. Ça n'a pas été respecté même une seconde. Notre association, le contrôle citoyen, on est parti interpeller la police, la gendarmerie. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que la décision a été mise dans le tiroir. C'est pas quelqu'un, il te tape avec les pieds, seulement toi aussi tu les tapes. Je crois que quand il te tape, il faut chercher quelque chose à lui donner. Déjà, lui, il était honteux. Il ne sera jamais frappé quelqu'un avec les pieds dans la vie. Quand les gens, ils sont des musulmans, ils sont de bons gens, je crois qu'il y a la tolérance, il y a la façon de réfléchir et d'être ensemble, parce qu'ils sont tous condamnés à vivre ensemble. On est vraiment laissé pour compte. Le camp militaire est là. Finalement, on n'a qu'une seule route qui va, elle vient. On est exposé aux accidents, on est exposé aux attaques. Une route restreinte. Et le camp est là, ils ont barricadé tout. Pour eux se sauver, on s'en fout du reste. Ils sont là pour nous ou pour autre chose. Si c'est vrai qu'ils sont là pour nous, ils n'ont qu'à libérer la route, garder les routes et garder la population. Si eux, ils ont peur des attaques, c'est pourquoi ils font ça, vraiment, ils nous laissent-nous être attaqués. C'est mieux. C'est vrai, la paix n'a pas de prix, mais ça a un coût. Hein. Il faut qu'on tienne compte du coût. C'est très important. Donc les accords, si c'est vrai, c'est venu pour nous aussi. Vraiment, qu'on soit tous traités de la même façon. Si on n'est pas traité de la même façon, ça, il y a de super Maliens et des Maliens secondaires. Et nous, on est les secondaires. Puisque nos enfants, quel que soit le diplôme qu'ils amènent, ils chôment. Il faut que tu viennes de Kidal pour quitter une 5e année et être responsable de la douane, responsable de la police, responsable de la gendarmerie. C'est quelle vie? Mais il y a des experts qui disent que l'accord n'est pas applicable. On n'applique pas parce que c'est inapplicable. Il y a certaines dispositions de l'accord. Vraiment, ça, c'est l'indépendance, je ne sais quoi. Et là, on le comprend parce que quand on voit qu'on ne peut pas aller à Berre, le drapeau malien ne se trouve pas à Berre. Et quand on voit que le premier même de l'accord
c'est l'intégrité territoriale, c'est l'unité nationale. Donc j'ai vu un expert qui dit qu'en tout cas il y a 16 points qui sont inapplicables. L'accord est devenu un appât pour certains. Ils refusent certaines choses. En tout cas, ce que nous entendons dans les coulisses, ils acceptent après. On nous dit parce qu'on leur a débloqué telle ou telle somme. Quelque temps après, il y a blocage. Donc, c'est devenu un appât pour certains. De l'autre côté, nous avons nos militaires, l'accord ne s'applique pas, qui meurent. Nous avons les étrangers qui meurent, surtout les Tchadiens. Est-ce que le monde entier, l'ONU, va continuer à nous envoyer des enfants d'autrui qui vont s'exposer en danger pour leur vie? Et moi, ce que je peux dire, l'accord avec la bonne volonté la bonne volonté de part et d'autre, qui pouvait s'exécuter en 6 mois, traîne indéfiniment par la force de ceux qui ont pris les armes et la mauvaise volonté, je crois bien. Ce n'est pas la CEMA ni la plateforme qui refuse, mais il y a des préalables au cantonnement. Il y a des préalables. Si le gouvernement avait fait ces préalables, on allait être désarmé depuis 2015 ou 2016. Que ce soit Sorel, que ce soit Tamajek, que ce soit chose, pour nous, nous sommes des Maliens et chacun de nous, dans la vraie franchise, doit jouer son rôle, sa partition. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Si chacun d'eux fait ce qu'il doit faire, nous allons entrer en la paix. Et sans la paix, personne n'est heureux. Nous aurons souhaité que l'accord soit inclusif et qu'il prenne en compte tous les enfants diplômés des régions du Nord. Les autorités intérimaires qui ne devaient pas comporter des éléments armés sont truffés d'éléments armés. Ce sont les éléments armés qui sont venus pour occuper les places dans les autorités intérimaires. Alors que cela est exclu par la loi. La loi dit que ce sont les protagonistes de l'accord qui doivent choisir au sein de leur société civile des hommes et des femmes capables de pouvoir jouer leur rôle au sein des autorités intérimaires. Et chacun s'est désigné pour être dans les autorités intérimaires, et ces autorités intérimaires ne peuvent pas fonctionner puisqu'elles ne sont pas reconnues par les populations au nom desquelles elles prétendent parler. Il faut mieux vraiment initier un dialogue entre nous, un dialogue indépendant de vraiment toute politique. Indépendant de tout ça là, pour qu'on parle, pour qu'on sache que vraiment, voici le problème qui est là. Arrêtons, nous avons vécu ensemble, nos parents, nos arrière-parents ont vécu ensemble. Il y avait des accords, peut-être que nous les ignorons. Revenons, cherchons à savoir qu'est-ce qu'il y a. Et laissons cette rébellion, ce mercantilisme-là, tout ça là, parce que Bamako est très loin. Si quelqu'un décide de défacer une ethnie là, c'est très rapide. Hein. Le temps que l'amunissement là, ils sont enfermés dans leur camp là-bas, ils ne viendront pas. Voilà, donc moi je pense que les gens du centre peuvent initier ce dialogue-là entre nous pour qu'on sache où est le problème, on mette fin réellement au problème. Mais il faut qu'on réfléchisse. Est-ce qu'il n'y a pas de mains étrangères qui sont là à nous diviser pour qu'on ne soit pas un contre eux? Il faut se poser ces questions-là. Et il faut essayer de remédier. Il faut trouver les solutions à ce problème-là. En toute sincérité, ce sont nos problèmes qui nous ont créé nos problèmes. Parce que personne n'a consulté. Les populations avaient le sentiment hier qu'ils étaient plus sécurisés hier qu'aujourd'hui, où nous avons aujourd'hui toutes les Nations Unies chez nous, toutes les forces étrangères. Ça, c'est un ressentiment extrêmement dangereux. Je ne parle pas de tout ce qu'il y a comme conséquence sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures où tout a été détruit. Aujourd'hui, c'est des nations qui sont là aujourd'hui, mais on n'est pas sécurisé. Tout près à Berra, on ne peut pas savoir ce qui se passe là. Hier, vous circulez comme vous voulez, vous sortez, vous venez comme vous voulez.
Donc c'est ce ressentiment-là qui est extrêmement dangereux et c'est ce qu'il faut vraiment corriger par rapport vraiment à ce que vraiment nous ressentons par rapport à cette crise-là. Et nous sommes là-dedans. On peut dire aujourd'hui, alhamdulillah, c'est quand même c'est l'accord qui a permis aux belligérants d'être assis autour de la table et de parler. Il peut y avoir des tares, il peut y avoir des difficultés, mais ça permet aux gens vraiment de parler. Et aujourd'hui, cette paix précaire que nous avons aujourd'hui, cet accord-là qui a permis d'avoir cette paix précaire-là. Mais nous disons quand même qu'il y a des insuffisances dans cet accord de paix. Il y a des situations conflictuelles que les acteurs qui sont sur la table de négociation ne peuvent pas régler. Ce sont les leaders communautaires, religieux, les leaders groupes qui peuvent régler ces situations. Cette dimension de l'implication des leaders ou des cadres comme le cadre de concertation des notables, c'est des outils qui pour nous peuvent aider à une meilleure mise en œuvre de l'accord. Parce qu'il y a des situations que la CEMA, la plateforme ne peut pas régler. L'État se décharge tout simplement à accepter oui. Après, il n'applique pas. Moi, tous les Blancs qui sont venus me voir ici, quand ils parlent de l'accord d'Alger, moi, il dit l'accord d'Alger, là, vous avez imposé ça au Mali. Mais il faut que vous aidez le Mali à l'appliquer, parce que le Mali à lui seul ne peut pas l'appliquer, c'est pas possible. Moi, j'ai dit ça aux Blancs en parler, c'est vous qui nous l'avez imposé, donc il faut que vous nous aidez à l'appliquer. Parce qu'on n'a pas les moyens de l'appliquer. La nuit, nous autres là, qui sont les têtes là, on ne peut pas sortir, on a peur. Enfermés. Dans plein jour, on vient, on te tue aux yeux de tout le monde. Dans plein jour, on vient, on te braque, on t'enlève ta voix. Dans plein jour. Où est-ce qu'on va? C'est pas possible. Donc il n'y a pas eu d'amélioration dans la sécurité. La sécurité persiste toujours. Nous, à Gao, on est même envahi par tout ce qu'on appelle les drogues, les comprimés aussi qui sont pris comme des drogues. On est envahi par ça. Et ça fait plusieurs fois que d'abord les gendarmes interpellent les dépôts-man, comme on leur dit dans leur slogan, qui sont toujours relâchés au niveau de la justice. Aujourd'hui, tous les acteurs de l'accord se retrouvent à Bamako. Donc nous, on peut dire qu'il y a eu une réconciliation. Parce que c'est tout ça à Bamako. Les acteurs, hein? Les acteurs. Que ce soit la CEMA, les représentants se trouvent à Bamako, la plateforme, les représentants se trouvent à Bamako, et le gouvernement se trouve à Bamako. Donc il y a eu un accord. Bon, comment est-ce que... Pourtant, ils se sont bâtis pour ces mêmes populations-là qui continuent à vivre la misère, qui continuent à être au chômage, qui continuent à ne pas trouver les soins qu'il faut, qui continuent à ne pas avoir d'emploi. J'ai dit les commissions là, de mise en œuvre de l'accord ne marchent pas parce qu'il n'y a pas eu l'implication de tout le monde. Ils l'ont dit tantôt, que ce sont ceux qui ont pris les armes, qui parlent au nom des populations, ce sont eux qui sont dans les différentes commissions. Les décisions qui sont prises là, ce sont eux qui les prennent, mais ils ne viennent jamais faire le compte-rendu de ces décisions de mise en œuvre de l'accord. Et personne ne sait, les communautés même, au nom desquelles les gens là parlent, ne savent pas ce qui se passe. Donc il faut nécessairement restructurer, mettre les différentes les communautés à la base là. Il faut les impliquer dans les commissions là pour que les choses puissent marcher. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une grande frange de la jeunesse ici à Gao qui est vraiment attachée à la prise des stupéfiants. Ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas parce qu'ils le veulent ou ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués, mais c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas accès à l'emploi. Donc selon eux, d'une façon psychologique et morale, souvent, il faut vraiment prendre ces stupéfiants pour oublier les problèmes. Pour moi, l'avenir, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et c'est tout de suite. Alors nous qui sommes à venir, si nous, on est tentés par la prise de stupéfiants et qu'on n'a plus de conscience, qu'on n'a plus d'intelligence, je me demande quel sera l'avenir du pays. Irga hoirga marga, irga hoirga zuru, me gawo ya shidi bafu, irga bagoi, goida shirshi, goida hugay dirshi kanir hugay, nun kulkal marga ugurgar, nun kulkal lina waye chirga presente, me irshinda goi bafu, gawo irga fara, zakri zote hakaso, irga fara. Irga shinda fon, fonga folla kakan girshi manti kala irmu ko nyami, hako burkina, hako bamako. Borku kanti, wala muhimmi shima bena yega. Hamdu fonde jirbu waykindi hinka ne nate halaji hinka du safari woti agay kan hini goyane
han fun da girbi wakin da hinka ne na ta hali ga du safar dai bora di kan shin da hina shin da kof wodin go wallahi on a des médecins très expérimentés et qui ont la main et qui savent faire mais ils n'ont pas les moyens pour faire le travail bore kan yan na fa shingi bore ga nedra bore du gibe matti bu fa me ma gina bore mais les groupes terroristes ma gina bore al-Sab ma gina bore mujawo ma gina bore bore di mbarno ho ne da gawar ngiti le premier responsable de ces groupes armés les premiers interlocuteurs comme on appelle de ces communautés là ngey ka sawtu shebi ngey ka bodum bi mais hala honge da bam diga shalam bor folla kay maje hala honge no wokni na matinga deno mati aya shinka ban parce que haya kuli bero ngati en sécurité ko mo ina ha wati gawo ci jinda zari mo bori mi zari kay tululu anda man faci bor contact fana ko bori donc wono im hange tapé bande ci ils ont brûlé les étapes parce que so hoda mago ki na so ki na te bifu moga accélérer mo barakon ashara itata hay nan kan shino mo À ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que le Centre africain d'études et de recherche Action pour la paix et la bonne gouvernance a organisé les mêmes journées d'échange comme dans les autres régions. Et l'objectif principal de cette recherche auprès des populations est de proposer des pistes de solutions et mener des actions par des approches endogènes qui permettent d'instaurer un climat de paix durable et de confiance entre tous les Maliens. Les journées d'échange se sont tenues respectivement le 12 janvier 2019 à Ségou et le 9 février à Mopti.